et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, le ministère des Travaux publics se dote d'un programme d'urgence d'entretien routier. Le document a été approuvé ce jeudi par le gouvernement lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au cours de la rencontre, il a été également question d'une nouvelle grille salariale moderne basée sur les diplômes reconnus à l'évaluation des performances au plus tard le 30 octobre prochain. Compte rendu al Sénégal. Le réseau routier guinéen, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation poussée. Pour remédier à cet état de fait, la ministre des Travaux publics vient de se doter du document appelé Plan d'urgence d'entretien routier. Le travail a permis de catégoriser les routes suivant leur état. Le relevé effectué par le système VisiRoad sur les 7576 km de réseau routier national au milieu de la saison des pluies a permis de catégoriser les routes suivant leur état. Il faut retenir tout simplement que en termes de routes en mauvais état, nous avons environ 1245 km, soit 50,53% du réseau routier. Ça, c'est pour les routes nationales revêtues. Pour les routes nationales en terre, 64% du réseau, soit 33,376 000 km sont en mauvais état. Une réunion technique regroupant toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur s'est tenue au département des travaux publics pour voir quelles sont les mesures à envisager pour démarrer les travaux juste après les pluies. L'inquiétude, selon Madame le ministre, les recettes générées par le fer ne peuvent pas couvrir les besoins. La ministre a précisé qu'en ce qui concerne les ressources pour l'entretien routier, force est de constater que le niveau des recettes du fonds d'entretien routier en 2015, à savoir 186 milliards de francs guinéens, ne couvre pas les besoins estimés, eux, à 419 milliards de francs guinéens. La redevance d'entretien routier est la principale ressource affectée au fonds. Les autres ressources telles que la vignette, le pesage, péage et les revenus des bacs ne sont pas encore effectifs. Elle a rappelé que la redevance d'entretien routier, qui devrait être de 750 francs guinéens aujourd'hui, est toujours à 250 francs guinéens, nettement en deçà de la moyenne dans les autres pays de la sous-région. Le ministre de la fonction publique, lui, a présenté au Conseil la nouvelle grille salariale. Un document élaboré selon lui grâce au concours du Bureau international du travail BIT qui va tenir compte du système LMD. Après analyse, la variante 2 a été retenue. Cette variante comporte 6 hiérarchies, 12 grades par hiérarchie et 12 échelons par grade, contrairement à l'ancienne grille salariale qui ne comportait que 3 hiérarchies, à savoir les hiérarchies A, B et C. La fonction publique sera désormais caractérisée par 6 grilles indiciaires ainsi qu'il suit. La grille indiciaire de la hiérarchie A1, celle de la hiérarchie A2, ensuite la grille indiciaire de la hiérarchie A3, la grille de la hiérarchie B1, B2 et enfin la grille indiciaire de la hiérarchie C. Le Conseil a présenté au chef de l'État ses condoléances suite à la mort du lieutenant Laye Camara, pilote à l'état-major de l'armée de l'air, et du lieutenant-colonel Patrick Vallot, conseiller français et instructeur pilote. La deuxième session ordinaire de l'année consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances initiale 2017 a ouvert ses travaux hier mercredi 5 octobre au Palais du Peuple. La cérémonie était placée sous l'égide de l'honorable Claude Kory Kondiano, président de l'Assemblée nationale. 24 heures après l'ouverture des travaux, notre rédaction a tendu son micro à quelques citoyens. Suivez ce qu'ils en pensent dans ce reportage d'Abdallah Baldé. Cette cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence du Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla, accompagné de plusieurs de ses ministres et hauts cadres de l'État, des représentants des institutions républicaines, des diplomates accrédités en Guinée, également du public venu très nombreux. 24 heures après, le groupe TATV Chéri FM tend son micro aux populations de la capitale, partagées entre scepticisme et exigence vis-à-vis des élus du peuple et des communes de l'État. Les rares citoyens qui ont accepté de se prêter à nos questions exigent de l'État d'importants investissements sur les routes. J'estime d'ailleurs que c'est la plupart des citoyens de ce pays. D'accord, la première ressource c'est la route, l'infrastructure routière. Donc je me dis quelque part que si les routes sont bien faites, nous allons progresser.
Donc si l'État prend en charge d'abord en premier lieu la construction des routes, ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Alseni Ousmane Kalo, directeur général d'une société, lui, plaide pour des investissements massifs dans l'éducation et la santé. La session budgétaire est une étape importante dans la vie de la nation pour tout ce qui est en termes de volet d'investissement, en termes de réalisation pour l'État. C'est une étape qui est primordiale. Nous demandons aux commis de l'État, nous demandons aux élus du peuple de prendre en compte tous les besoins du peuple de la Guinée. Vous savez, il y a des volets prioritaires qu'il ne faut pas négliger, comme la santé, l'enseignement. Le banquier Jules Desso voudrait qu'il y ait un accent particulier sur la formation des jeunes. Mes attentes principalement par rapport à ce budget est que dans un premier temps, l'État doit revoir d'un côté le système éducatif. Pratiquement, j'ai constaté que le niveau des étudiants est trop bas. C'est à nous d'exprimer le besoin. Et on ne pense qu'à nos propres fils et on ne pense pas aux autres. Alors qu'il y a des talents qui sont à côté. Comme on le voit, si tout est prioritaire pour les Guinéens, les défis les plus importants restent la restauration du réseau routier, la qualification du système éducatif et sanitaire, mais également la promotion de la bonne gouvernance, gage de stabilité, de paix et de développement dans tout pays. Déséquilibre, répartition du budget de l'État, c'est du moins l'avis du président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, Amadou Damaro Camara, l'a fait savoir ce mercredi lors de l'ouverture de la session budgétaire. Toute chose qui mérite d'être corrigée selon lui, ses propos sont recueillis par Saloum Kondé. Nous sommes aussi inquiétés de la prolifération et du budget qui est englouti dans ces histoires, ce que j'appelle vraiment des histoires, des universités privées. Alors nous n'arrivons pas à passer une couche de peinture sur nos universités publiques alors que nous engloutissons des dizaines de millions d'euros, entre 30 et 40 millions d'euros chaque année à ces universités qui ne forment que des sociologues entre guillemets, des hommes de loi entre guillemets, en tout cas tout sauf ceux qui peuvent aider au développement du pays. Nous devons participer aux conférences budgétaires, c'est-à-dire que l'Assemblée doit travailler avec l'exécutif pour définir les priorités qui vont dans les secteurs. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un secteur comme la lutte contre le grand banditisme et la drogue soit doté de moins de 2 milliards et que la médiature soit dotée de plus de 10 milliards. Où est le rationnel? Voilà un peu des choses sur lesquelles l'Assemblée désormais va veiller. Relancer les activités touristiques en Guinée et faire intéresser les opérateurs économiques au secteur, c'est la toile de fond d'une conférence débat animée ce mercredi au ministère de l'Hôtellerie et du Tourisme. Cette action permettra au cadre du département de revoir leur plan de travail afin de convaincre les investisseurs nationaux et étrangers de financer les activités touristiques dans le pays. Moussa Sefa Kamara nous fait le point. L'objectif de cette rencontre est de redresser et relancer les activités touristiques en Guinée. Présentement, le tourisme guinéen souffre de beaucoup de problèmes, notamment le manque de volonté du pouvoir public, le faible niveau des étudiants formés dans les institutions spécialisées et la rareté des preneurs des sites par les investisseurs. Si les infrastructures hôtelières se portent à merveille dans la capitale, à l'intérieur du pays, c'est tout à fait le contraire. Le ministre évoque quelques obstacles qui empêchent les visiteurs d'y arriver en Guinée. Quand un touriste vient à l'aéroport, un visiteur, bon, je ne dis pas c'est maintenant, peut-être que maintenant ça a un peu changé, mais on regardait trop sa poche. Si c'est le taximètre qui le prend, il le fixe un tarif qui n'a rien à voir avec ce qui est... Alors que le touriste s'est renseigné. Rien de plus grave que quand quelqu'un se sent qu'on est en train de l'arnaquer. C'est très mauvais. Donc on lui donne des prix jaunes, ou c'est le policier, ou c'est l'agent de je ne sais quoi, qui essaie de l'estorquer de l'argent. Tout ça, ça fait que ça apporte un coup fatal au tourisme. Pour soigner l'image du pays, il faut forcément investir dans la formation des formateurs et les zones de ce secteur. C'est pourquoi le ministre propose une parfaite relation entre les responsables des écoles professionnelles et les promoteurs des infrastructures hôtelières. Vous vous imaginez, quelqu'un fait tourisme, école supérieure. Il fait tout son
cursus, il n'a jamais vu un touriste. Il n'est jamais rentré dans un restaurant. Il ne sait même pas entre où on met le couteau ou la fourchette, gauche ou droite. Il va faire quoi? Parce que même si, malgré le nombre d'hôtels, tous ces hôtels n'ont pas besoin de cadre supérieur, un ou deux peut-être. C'est un problème. Maintenant, il y a des écoles professionnelles où il n'y a pas de centre d'application. Et c'est pourquoi je vais vous demander, après on va faire une réunion de travail, vous les tenanciers de tous les hôtels, pour faire un programme de stage pour les étudiants qui font les écoles professionnelles. Au regard de tout ce qui se passe, le paysage touristique de Guinée manque de professionnalisme, de suivi et surtout de volonté des autorités administratives de revaloriser ce secteur de croissance. L'évolution des chantiers dans la région de Kankan traîne toujours, initiée dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Plus de la moitié est à moins de 50% d'exécution. La cause de ce retard est due à un problème de financement selon les autorités locales. Soirée Boubacar, explication. Les travaux de construction et de reconstruction des infrastructures administratives et sociales dans la région de Kankan peinent à finir. Lancés depuis le 15 février 2015, dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance de la Guinée, la majeure partie des chantiers sont à l'arrêt. Vu le retard accusé, cette fête initialement prévue le 10 octobre dernier a été repoussée au mois de décembre. Et le préfet de Kankan évoque deux raisons. La Guinée rentre dans un programme formel avec les institutions de Bretton Woods. Conformément à la levée de ces contraintes qui correspond au mois d'octobre, le président a estimé qu'on ne pouvait pas achever ces travaux. La deuxième contrainte, on s'aperçoit aussi que les entrepreneurs n'ont pas une réelle surface financière, après avoir passé le contrat avec l'État, de rendre ces infrastructures clés en main. Au total, 126 actions ont été lancées à cette occasion dans les 5 préfectures de la région administrative de Kankan. À Sigiri, par exemple, le retard est énorme. À Sigiri, je le disais tantôt, 29 actions, mais il n'y a que 4 actions qui sont achevées. Les autres actions, au nombre de 25, alors, sont à des niveaux de pourcentage très variés. S'il y en a qui sont à 80-70%, d'autres sont à 5%, 10%, il faut le dire. Mais une délégation s'est rendue récemment à Kankan pour rencontrer les autorités locales dans le but d'unir les efforts afin de finaliser les travaux d'ici le mois de décembre. Un objectif qui, sauf par surprise, ne pourrait être atteint d'ici à cette date. Le collectif des ONG pour le respect des droits humains a fait ce jeudi une déclaration sur la non-promulgation du code pénal révisé en avril 2016 par l'Assemblée nationale. Cette démarche vise à attirer l'attention du président de la République à publier cette loi pour le bien-être des populations. Saloum Kondé. Le retard dans la promulgation des lois révisées et adoptées par l'Assemblée nationale en avril dernier préoccupe les défenseurs des droits de l'homme. C'est pour attirer l'attention des autorités guinéennes à accélérer cette action que le collectif des organisations non gouvernementales a fait cette déclaration. Selon ses membres, ces lois doivent être portées à la connaissance des populations. Nous appelons le président de la République à promulguer et publier les codes adoptés depuis le 4 juillet 2016, conformément à la procédure de promulgation. Nous profitons aussi de cette occasion pour rappeler à l'Assemblée nationale, au gouvernement et à la communauté internationale que le Code civil est en souffrance depuis 2002 et que son adoption doit être une priorité pour le bien-être des populations. L'ambition certes est d'atteindre un niveau élevé conforme aux principes fondamentaux du droit international, mais le collectif dit avoir rencontré des difficultés dans les travaux de plaidoyer. Le non-respect des délais
de dépôt des codes en révision au niveau de l'Assemblée nationale conformément à l'agenda prédéfini. La mise à disposition tardive des projets de loi aux députés. La rétention des informations liées aux modifications et amendements apportés par le gouvernement. L'absence de l'inscription à l'agenda des codes civils et de justice militaire. L'opacité dans l'inscription à l'agenda des lois, exemple de la loi sur la cybersécurité et protection des données à caractère personnel. La difficulté d'accès à certains parlementaires et autorités gouvernementales. Nous regrettons par ailleurs le fait que l'Assemblée nationale et le gouvernement ne soient pas en mesure de démultiplier les codes inscrits à l'ordre du jour. Cette réforme qui a débuté en 2009 a permis à la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution en 2010. Devenir journaliste investigateur, c'est la nouvelle vocation que se donnent désormais des hommes de médias au sortir d'un atelier de formation axé sur les techniques de l'investigation et ressources numériques. Ce genre, peu pratiqué encore dans le paysage médiatique guinéen, permettra selon le formateur de comprendre le mécanisme des défis qui se posent en vue de trouver des solutions idoines. Aïssata Fofana. Il constitue désormais le pool de journalistes investigateurs qui auront pour mission de dénicher la bonne information pour faire avancer la société sur les politiques publiques et autres actions. Au nombre d'une dizaine, ces hommes de médias ambitionnent déjà y mener carrière. Ça me donne une nouvelle orientation de ma carrière, comme je le disais tantôt. En Guinée, comme vous le savez, nous faisons tous la même chose tous les jours, c'est-à-dire les reportages factuels. Avec cette formation, j'ai la capacité maintenant de sortir de l'ordinaire. Ces journées m'ont beaucoup permis de comprendre le métier d'investigation et je suis sûre que si je sors d'aujourd'hui là, je serai capable moi-même de mettre mon projet sur place et pourquoi pas convaincre la rédaction et même pourquoi pas aussi m'orienter dans le futur vers le journalisme d'investigation. J'entendais souvent le data journalisme, mais franchement je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc cette formation axée sur ce volet m'a permis vraiment d'interpréter les chiffres pour agrémenter un reportage. Ce genre journalistique, chasse gardée de quelques hommes de la corporation, est peu pratiqué selon un constat dans le paysage médiatique guinéen. C'est pourquoi les participants ont été outillés durant 15 jours sur la méthodologie à suivre pour bien mener une investigation sur le terrain. Nous avons beaucoup travaillé sur la méthodologie selon l'approche de l'enquête par hypothèse, parce que nous pensions que c'est une méthodologie qui est simple, qui permet aux journalistes d'arriver à vérifier en temps et en heure si une ou deux de ces hypothèses tiennent la route et à la fin, il pourra être capable de dire oui ou non s'il a abouti à une réponse substantielle. Cette première phase de l'atelier sur les techniques de l'investigation et ressources numériques a pris fin ce mercredi. Il a été initié par l'Association des journalistes pour le développement durable AJDD sur financement de OSIWA. Alerte maximale aux États-Unis, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud. On attend avec angoisse l'arrivée imminente de Macho, un ouragan qui a déjà balayé les Bahamas, dévasté les Caraïbes, laissant 27 morts au total sur son passage. Particulièrement touché, Haïti, le pays le plus pauvre de la région, n'aura pas ses élections prévues dimanche. 350 000 personnes ont été affectées par la catastrophe. Regardez. Les images aériennes des dégâts subis par les habitants d'Haïti sont impressionnantes. Arbres abattus, toits emportés, murs écroulés. De retour au sol, on ne perçoit que des décombres ou des routes inondées. Cela ressemble à un paysage de guerre. On parle pour le moment de 27 tués dans les Caraïbes, mais au vu de ces images, le bilan va s'alourdir. Ici, on survit comme on peut. Des infrastructures essentielles comme les hôpitaux sont paralysées. Je suis ici depuis 12 jours. Je devais passer une radio mardi matin, mais tout a été annulé lorsque l'ouragan est arrivé. Pour les spécialistes de l'aide humanitaire, les Haïtiens ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Il faut organiser les secours.
Nos rapports montrent qu'il est tombé entre 30 cm et 1 mètre d'eau sur différentes zones de l'île et qui sont coupées du monde. Il faudra approvisionner en nourriture, en abris et en produits sanitaires ceux qui sont les plus vulnérables. Dans l'île voisine de Cuba, les dégâts sont tout aussi importants. Les habitants commencent seulement à rentrer chez eux. Ils tentent de récupérer ce qu'ils peuvent dans ces maisons souvent détruites jusqu'au sol. Nous avons été évacués, mais lorsque le soleil est revenu, nous sommes sortis et nous avons constaté le désastre. J'ai tenté de récupérer quelques objets dans ma maison. Ici, c'est la maison de mon beau-frère, mais il ne reste rien. Le responsable de tout ça, le voici sur ces images de la NASA. Cette immense masse de nuages blancs et de vents violents, c'est Matthew. L'ouragan se dirige à présent vers les Bahamas, mais aussi les États-Unis et la Floride. Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones côtières, ce qui provoque des kilomètres de bouchons sur les autoroutes. Je voudrais insister auprès du public, c'est une tempête sérieuse. Elle n'a pas touché beaucoup de bandes de terre, elle va reprendre de la puissance sur le chemin de la Floride. Matthew est considéré comme l'ouragan le plus dangereux de ces 10 dernières années. Après avoir ravagé les Caraïbes, il devrait toucher la Floride la nuit prochaine. En Pologne, le Parlement a rejeté l'interdiction totale de l'avortement. Le projet avait été défendu par la majorité ultra-conservatrice et il avait déclenché une énorme vague de mécontentement populaire. Suivez. Elles auront été les plus fortes. Par milliers, ces femmes ont manifesté, ont défendu leurs droits depuis des mois. Lundi, elles étaient encore 100 000, toutes de noir vêtues à faire grève pour pouvoir disposer de leur corps. Et les hommes politiques ont plié. La proposition de loi interdisant quasi totalement l'avortement vient d'être recalée au Parlement. 352 députés de la majorité conservatrice et de l'opposition l'ont rejetée. Seuls 58 élus voulaient l'adopter. Le parti au pouvoir, le PiS, a donc reculé et changé de stratégie à l'égard des pro-life à l'origine de cette initiative. Les conservateurs ont donc entendu la rue. D'ici la fin de l'année, nous allons préparer un programme qui sera présenté devant la Chambre haute pour soutenir les familles et les mères qui décident de donner naissance aux enfants dans le cas des grossesses dites difficiles. Cette proposition de loi d'initiative citoyenne allait beaucoup trop loin pour que la société polonaise l'accepte. Elle n'autorisait l'avortement qu'en cas de danger pour la vie de la femme. Une peine de prison pouvait même être prononcée pour une femme qui avorte ou un médecin qui pratique une IVG. La très influente Église catholique elle-même s'était dite opposée à cette condamnation. Aujourd'hui, la loi est déjà extrêmement restrictive en matière d'avortement en Pologne. Nombre de femmes pratiquent des IVG clandestines ou vont à l'étranger. Selon les organisations féministes, plus de 100 000 Polonaises avortent annuellement, alors que le chiffre officiel parle de quelques centaines. Il veut incarner la diplomatie mondiale. Il s'appelle Antonio Guterres. Il est né il y a 67 ans à Lisbonne, au Portugal, un pays dont il a été le Premier ministre. Celui qui a également dirigé pendant 10 ans le Haut Commissariat aux réfugiés devrait succéder à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres est clairement le favori du Conseil de sécurité. Regardez. Il avait très favorablement impressionné l'Assemblée générale au cours de son audition le 12 avril dernier devant les Nations Unies et pendant tout le processus de sélection et de vote à huis clos depuis le mois de juillet, il est régulièrement sorti en tête dans le choix des délégués. Après 6 votes informels, nous avons clairement un favori, Antonio Guterres. Nous avons décidé de procéder à un vote formel. Nous espérons que cela puisse être fait par acclamation. Antonio Guterres arrive à la tête des Nations Unies après de longues années d'expertise dans le domaine international et plus particulièrement sur un dossier qui préoccupe le monde entier, les migrants. À 67 ans, l'ancien Premier ministre socialiste du Portugal, de 1995 à 2002, avait un CV plutôt attractif pour les Nations Unies. 2 mandats successifs à la tête du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de 2005 à 2015. Cet infatigable homme d'action réussira à réformer l'institution et à déployer plus de personnel du HCR dans le monde. Pour la première fois ce mercredi, dans le vote informel du Conseil de sécurité des Nations Unies, les bulletins de vote des 5 membres permanents étaient d'une couleur différente des autres, de quoi constater l'unanimité en faveur de Antonio Guterres. Ce à quoi nous assistons est historique. Je ne pense pas que ce soit arrivé dans l'histoire des Nations Unies auparavant. Nous avons donc procédé à 6 votes informels et ça a été un processus important dans le choix du prochain secrétaire général.
S'il est approuvé par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU, le nouveau secrétaire général prendra ses fonctions le 1er janvier à la tête des Nations Unies. Bruxelles muscle sa politique migratoire. L'Union européenne a inauguré aujourd'hui un nouveau corps de garde-frontières, une agence remaniée, une nouvelle force de 1500 hommes dont la mission est de protéger les frontières de l'Union, de gérer un afflux sans précédent de clandestins. Suivez. Une réserve de 1500 hommes à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. L'Union européenne dévoile ses nouveaux moyens. Objectif, mieux contrôler les points d'entrée terrestres en cas d'afflux massif de migrants. Un nouveau corps européen de garde-frontières présenté ce matin aux caméras du monde entier. Ceci est, croyez-moi, un exploit sans précédent dans la volonté européenne d'unir ses forces dans les moments où notre unité est testée. Une inauguration à l'est de l'Europe, alors que le flux de migrants en provenance de Syrie et d'Irak via la Turquie s'est considérablement réduit ces dernières semaines. C'est une autre route qui met aujourd'hui davantage à l'épreuve l'Europe, celle qui conduit à l'Italie via la Libye. Ces derniers jours, pas moins de 10 000 migrants ont été secourus en Méditerranée, parmi lesquels parfois des nourrissons nés en mer. Au total, 49 personnes ont péri lors de ces traversées. C'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne soirée chez vous.